Nous allons, avec le professeur Didier Dreyfus et moi-même, piloter cette session. Tous les orateurs vont tenir leurs 15 minutes. Le public tombe de sidération en silence, puisque nous allons commencer par inviter donc, le premier orateur, et je cède la parole à Didier Dreyfus. Bien, merci infiniment à Muriel Flistrève et à René Friedman de m'avoir invité dans ce prestigieux colloque. Et merci à tous d'être là. Et j'ai le plaisir donc d'annoncer mon collègue et néanmoins ami René Robert, qui est professeur de médecine et de réanimation au CHU de Poitiers et chef du service de réanimation. Il est l'auteur de très nombreuses publications scientifiques internationales, mais parmi celles-ci, une qui fut une sorte de pavé dans la mare en 2000 dans le prestigieux journal Lancet, dans lequel il avait été le premier à montrer l'importance et la fréquence des décisions de limitation et voire d'arrêt de traitement en réanimation, donc 5 ans avant la loi Leonetti, qui s'est quelque part beaucoup inspiré des problèmes soulevés dans ce livre. Et il est également le responsable d'un livre qui a été édité par la Société de réanimation de langue française, livre de photographies et de témoignages sous le nom de Réanimation, un combat pour la vie, et qui forme, je crois, une bonne partie du fil de son exposé d'aujourd'hui sur notre métier qui est bien intranquille. Merci Didier pour ces mots d'introduction. Merci beaucoup à Muriel Flistrève et à monsieur René Friedman pour leur invitation. Je suis réellement très honoré d'être ici et pour partager quelques moments avec vous. Donc effectivement, intranquillité, le mot est parfaitement adapté à la réanimation, presque un cliché. Intranquillité pour le malade agressé, qui se trouve transporté dans ce milieu dont la vie est reliée à quelques fils et à quelques machines. Intranquillité aussi pour ses proches, angoissés à l'annonce du pronostic réservé et qui attendent des nouvelles. Intranquillité aussi pour les équipes qui, sans cesse, vont essayer de démêler des situations complexes et aussi essayer d'anticiper la survenue d'éventuelles complications. Je vais essayer dans cet exposé d'aborder ce problème de l'intranquillité à partir de ces 3 acteurs. Et ce que je voudrais essayer de faire, même si ça paraît paradoxal, c'est de voir si on ne pourrait pas essayer d'apprivoiser cette intranquillité, de l'atténuer et de finalement évoluer vers une certaine sérénité. Un drame l'a frappé brutalement ou plus sournoisement. La maladie l'a attaqué plus sévèrement que chez d'autres. Elle l'a pris par le cœur, le rein, les poumons, le système nerveux, le foie ou le sang. Parfois même, elle a fauché plusieurs organes en même temps. Pour sortir de ce très mauvais pas, un seul recours, la réanimation. Réanimation, le mot fait peur. Le mot exprime à lui seul la gravité de la situation. Mais que sait-on de la réanimation ? Une boîte noire, des machines bruyantes, des fils pour des malades branchés de partout, des gestes invasifs portés par des aiguilles menaçantes et des tuyaux reliant le patient à ces machines de suppléance artificielle. Malgré les situations précaires et un organisme affaibli, des opérations chirurgicales sont parfois indispensables dans l'urgence. Du monde, beaucoup de monde, infirmières, médecins, aides-soignantes, kinés. Le malade est allongé sur le lit, souvent plongé dans un coma médicamenteux. Nu, sa pudeur malgré tout protégée par un drap ou un tissu coloré, exposé dans toute sa vulnérabilité. Comment se reposer avec tout ce bruit, cette agitation ? Comment récupérer face à tant d'agression et d'intranquillité ? La réanimation est née dans les années 50, au début des années 50, à la suite de l'épidémie de polio qui sévissait en Europe et qui tuait certains malades en leur paralysant les muscles respiratoires. Les premiers néo-réanimateurs scandinaves, rapidement suivis par les Français, ont inventé les machines de respiration artificielle, ont mis en place des tubes, des tuyaux et sauvé leur première vie. Puis, l'évolution technologique a sophistiqué les machines et nous a donné des outils, des machines de respiration artificielle, le rein artificiel, et les néphrologues étaient également pionniers dans cette médecine intensive, des appareils de suppléance cardiaque, des assistances circulatoires et également des appareils pour surveiller de façon de plus en plus sophistiquée à tout instant le patient hospitalisé en réanimation.
Mais le patient, tout cela, le patient, lui, il est agressé dans cette situation, relié à tous ses fils. Il est dérangé sans arrêt. La lumière est allumée en permanence dans nos services de réanimation pour le surveiller de plus près. Les médecins, les infirmières rentrent sans arrêt dans sa chambre pour vérifier que tout va bien. On lui met des cathéters, des drains, on le bouscule, et puis même de temps en temps, on transforme son lit en véritable unité de réanimation mobile pour l'emmener à l'autre bout de l'hôpital, pour lui faire passer un scanner ou pour l'emmener au bloc opératoire. Alors bien sûr, on était conscient de cette intranquillité et des difficultés qu'avait le malade pour surmonter tout ça, mais après tout, c'était le prix à payer. Alors ça ne veut pas dire qu'on était insensible à ses souffrances et que, bien sûr, la recherche de la douleur, même si, comme dans d'autres spécialités, on a mis un peu de temps pour poser cette question « Avez-vous mal ?» et pour dire ces quelques mots « On va vous soulager ». Mais des fois, les questions qu'on se pose sont plus complexes et plus difficiles à résoudre. Non, non, ne tirez pas sur ce tuyau qui vous gêne la gorge. On est bien conscient que ça vous gêne, mais il ne faut pas l'enlever. On est obligé de vous attacher pour que vous ne tiriez pas dessus. Très déstabilisant pour les équipes soignantes. Et puis, quand le malade n'est pas conscient, que ce soit dû à sa lésion cérébrale ou à des médicaments, est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il est capable de percevoir une douleur? Et d'ailleurs, les familles nous posent souvent la question, est-ce qu'il nous entend? Également, d'autres situations difficiles, la souffrance morale. La souffrance morale, bien difficile à exprimer, bien difficile à appréhender quand le malade ne peut pas parler avec cette foutue sonde d'intubation qui lui coince les cordes vocales. Les proches aussi, eux, ils attendent derrière les portes fermées de la réanimation, que ce soit l'heure des visites très limitées, 1 heure, 2 heures. Et quand ils entrent enfin, on leur donne des nouvelles, le médecin sur le pas de la chambre du patient, témoignant également de son envie de fuir également cette situation. Le 27 mai dernier, un drame s'est joué dont mon épouse Françoise a été bien involontairement l'actrice principale. Le ciel est tombé sur ma tête, ma vie a basculé dans un gouffre. Je suis complètement perdu. Réanimation, rien que de prononcer le mot me fait peur. Je pénètre dans cet univers hostile que je ne connais pas. J'ai peur. J'ai peur qu'elle meure, peur de la perdre à jamais. Le bruit des machines exacerbe mon angoisse. Pourtant, je les ai vus. Ils sont venus à ma rencontre, à plusieurs. Ils m'ont dit qu'ils étaient soignés par une équipe. Leur visage était serein malgré le danger. Leur voix ferme et posée. Je m'accrochais aux mots qui sortaient de leur bouche, laissant filer ce que je ne voulais pas entendre et agrippant ce qui voulait dire espoir. Malgré la gravité de la situation, à plusieurs moments, ils m'ont souri. Elle m'a accompagné auprès de lui, m'a montré pour se laver les mains, le casier pour laisser mon sac. Les portes secrètes se sont ouvertes quand on a déclenché le système. Je suis entré dans la boîte noire. D'un box à l'autre, les sons se répondent, rythmant la sauvegarde de vie fragilisée. J'entre dans sa chambre. J'ai la tête vide, je le regarde. Il est loin, dans le sommeil. Sa bouche refermée sur un tube. Parfois, la machine à respirer se met à couiner. Cette machine fait 5 notes. Lesquelles? Des fils colorés, entrelacés, des tubes souples, dessous le lit, aux appareils, des écrans déroulant une litanie bariolée, des sachets accrochés ça et là. Les réanimateurs ont évolué, on était conscients, on a perçu ces inconforts chez les patients et petit à petit on s'est dit il faut faire quelque chose. Alors nos recherches ne se sont pas seulement concentrées sur l'amélioration des technologies, sur l'amélioration des performances diagnostiques ou thérapeutiques, on a aussi recherché à voir comment est-ce qu'on pourrait rendre cette réanimation moins invasive. Et en 2009, nous avons organisé une conférence de consensus dont le titre était « Vivre mieux la réanimation ». Et voici l'introduction de cette conférence de consensus.
Voilà ce qu'on nous avons dit. Il faut que nos patients vivent mieux la réanimation, moins agressés, rassurés, entourés. Il faut que la communication au sein des unités vers les proches et les patients eux-mêmes soit efficiente, que les décisions importantes conditionnant la pratique des examens, l'application ou la limitation des traitements et des techniques puissent être partagées. Il faut que nos patients et leurs proches un meilleur environnement, moins de bruit et de lumière, plus d'intimité et de contact, de la tendresse et du respect. Quelles que soient leurs difficultés passées, leurs opinions, leurs différences culturelles ou d'origine. Il faut enfin que les patients et familles puissent envisager activement le meilleur, c'est-à-dire leur guérison, leur retour à une autonomie précoce physique et mentale, et que parfois, malheureusement aussi, ils puissent accepter sereinement le pire, c'est-à-dire une fin de vie apaisée, entourée et soutenue de tous. Alors pour arriver à ça, nous avons agi dans 4 directions pour simplifier un peu les choses. La première chose, une réanimation moins invasive. On a appris à travailler avec les ultrasons, on a fait des échographies cardiaques, et cela nous a permis de remplacer les sondes que nous placions dans le cœur pour surveiller les pressions et le débit à l'intérieur du cœur, pour adapter nos traitements. Nous avons amélioré, ou en tout cas nous avons bénéficié des améliorations technologiques des fabricants de respirateurs pour changer les réglages et aller vers une respiration plus physiologique. En quelque sorte, c'est le malade qui pilote sa machine. Nous avons développé d'autres techniques d'oxygénation qui, de temps en temps, permettent à certains patients d'éviter l'intubation et la ventilation artificielle classique. Nous avons aussi changé nos comportements, réduit les prélèvements sanguins. Nous avons diminué le nombre de radiographies faites au lit du patient. Nous avons même réussi à diminuer le nombre de séances de dialyse que l'on faisait chez des patients en insuffisance rénale aiguë. Donc nous avons évolué vers cette réanimation moins invasive. La deuxième chose que nous avons faite, c'est que nous avons réfléchi sur ces inconforts. Alors il y en a qui sont évidents, la douleur, le fait que le tuyau, ça gêne. Mais pour mieux appréhender ces inconforts, on a interrogé les patients et on a essayé de savoir quels étaient leurs souvenirs de leur séjour de réanimation. Et donc, en les interrogeant dans cette direction, on s'est aperçu de plusieurs choses. La première chose, c'est que presque la moitié d'entre eux ne se souviennent de rien. Tant mieux, vous allez me dire. En fait, pas tellement tant mieux, parce que ce trou réanimation est terriblement angoissant pour eux et il faudra certainement faire quelque chose pour cela. Et puis les autres, ceux qui se souviennent, de quoi se souviennent-ils? Alors ils se souviennent d'un certain nombre d'inconforts. Alors nous les avons listés et nous avons établi leurs fréquences. Et en fait, il y en a 18 sont principaux. 18, c'est pas tellement, on peut les relever facilement. Alors on va retrouver la soif, le froid, la sensation d'inconfort dans son lit, la douleur bien sûr, et ça va jusqu'à l'absence d'accès à son téléphone mobile. Après, à partir de cette liste d'inconforts relevés, eh bien, il faut les transmettre à l'ensemble de l'équipe. Voyez, ceux-ci sont les inconforts les plus souvent rencontrés par nos patients. Essayons de les prévenir. Essayons quelques mesures simples de bon sens pour essayer de les atténuer. Et c'est ce que nous essayons de faire actuellement en espérant que simplement notre sensibilisation à ça permettra de diminuer ou d'en diminuer la fréquence. Et puis la troisième chose que nous avons constatée, c'est que nos malades de réanimation, ils rêvent. Alors c'est pas surprenant, tout le monde rêve. Oui, mais le rêve de malade de réanimation, il a plusieurs caractéristiques spéciales. La première, c'est qu'il s'en souvient tout le temps. Des mois après sa sortie de réanimation, il s'en souvient. Et il est capable de les raconter de façon très précise. La deuxième, c'est que malheureusement, c'est plus souvent des cauchemars que des rêves. Les médecins qui m'empêchent de guérir, qui me repoussent dans la piscine, qui boivent des bouteilles d'oxygène et d'autres situations. La troisième caractéristique, c'est que ces rêves sont vécus avec une intensité très très forte et c'est difficile d'être persuadé que ce n'est pas la réalité. Alors dans la période aiguë, on constate que ces patients, certains de nos patients ont l'air d'être terrorisés. Et puis quand ils racontent leurs rêves, cette angoisse ressurgit. Alors je vous raconte une petite anecdote, le rêve n'est pas impressionnant et n'est pas très... c'est pas un cauchemar cette fois-ci, mais ça témoigne bien de cet état d'esprit. Le malade, 3 mois après sa sortie de réanimation, il me raconte « J'ai rêvé que je voyais les boiseries du Conservatoire de musique de Lille. Magnifiques ces boiseries. Je pourrais vous les dessiner encore 3 mois après ma sortie de réanimation. Sauf que j'ai jamais été à Lille.
et qu'en fait, il n'y a pas de boiserie dans le conservatoire de musique de Lille, et le malade est allé s'en assurer. Donc ces rêves, on ne peut pas les effacer, on ne peut pas les enlever, mais au moins on peut en parler au patient, on peut lui dire « ça existe » et on peut essayer de lui apprendre à les apprivoiser. Et puis, au-delà de ce vécu du patient, il ne faut pas oublier les proches. Et c'est une deuxième chose que nous avons fait, ou une troisième chose que nous avons fait importante pour nos patients, on s'est occupé des proches. Et on a réalisé que les proches, ça faisait partie intégrante de la prise en charge du malade de réanimation. Il faut rendre hommage au professeur Elie Azoulay et de son groupe de recherche Famiréa, qui nous a appris, qui nous a aidés à les comprendre, à mesurer l'angoisse, à mesurer la dépression qui existe chez ces proches de patients hospitalisés en réanimation, très inquiets du pronostic des patients. Et ces études nous ont montré que quand un patient décède en réanimation, presque 50% de leurs proches vont souffrir de symptômes de deuil post-traumatique, de deuil pathologique et éventuellement de signes de syndrome de stress post-traumatique. Et ça, c'est important parce que ça peut durer plusieurs mois et il faudra là aussi s'en occuper. Alors, on n'a pas tout résolu et il faudra encore s'attaquer à d'autres choses, et en particulier au devenir du patient au sortir de réanimation, car lui aussi est en souffrance et il va mettre un moment avant de réintégrer la société. Et malgré tout, les choses ont bien progressé. Et si on regarde maintenant le service de réanimation, d'abord, on y entre 24 heures sur 24, en tout cas dans un nombre de plus en plus important de services de réanimation. Plus de restrictions de visite pour les proches. On rentre dans la chambre, il y a moins de bruit, l'insonorisation a été travaillée, les alarmes sont reportées à l'extérieur des chambres, il existe des positions pour les moniteurs pour atténuer la luminosité la nuit, on éteint la lumière la nuit. Et puis d'autres choses, la prise en charge des patients, la prise en compte de cette douleur. Les enfants peuvent venir visiter leurs parents en réanimation, quel que soit leur âge. Donc une stratégie, une évolution qui vise à améliorer les choses au niveau de cette prise en charge des patients de réanimation et de leurs proches. À mes inquiétudes, mes peurs, mes espérances de vie, à mes déroutantes incapacités à faire mieux pour toi, il y a l'immédiate réponse, chaleureuse et capable sans réserve de toutes les équipes qui se succèdent auprès de toi et d'autres en demandent. Au milieu de ces lignes de vie qui semblent te maintenir comme suspendu dans une atmosphère particulière, un espace sonorisé selon l'écoulement discret du temps incertain que nous tentons de partager avec toi, figé, douloureux. Je n'ai pas eu à lutter pour être à côté de toi, inconsciente. Ma présence était naturelle et semblait évidente pour tous. Ces regards chaleureux, sérieux ou souriants, ces petits gestes, la main sur l'épaule, le verre d'eau qu'on vous tend m'ont réconforté et aidé à surmonter l'insurmontable. Le son de la voix des soignants est gravé profondément dans ma mémoire émotionnelle. Et puis un jour, j'ai dit « Françoise, très doucement, tu hoches la tête, tu m'entends. Je t'ai demandé de me faire un petit sourire, tu as essayé. Maintenant, tu vas mieux et c'est toi qui te souviens de ce cauchemar permanent, de cette lutte perpétuelle pour ta survie contre des ennemis imaginaires. De l'amour injecté par les soins quotidiens jamais routiniers, du courage transmis pour ne pas flancher. Des éclats de rire, parfois en apparence incongrus, mais tellement attachés à la vie. Des internes, des médecins. Nous avons tant tardé à écrire, mais c'est que nous voulions d'abord revenir sur Terre. Je vous remercie.